Oui, bonjour. Je vais essayer, à travers le témoignage d'un directeur général des services confronté aux problématiques d'équilibre financier des collectivités, de montrer en quelque sorte comment on peut revoir une organisation, un mode de fonctionnement, de telle façon qu'on puisse appréhender l'enjeu. Alors je vais commencer par une diapo. Voilà. Alors il s'agit d'une œuvre d'un graphiste polonais qui s'appelle Władysław Pluta et dont la rétrospective était réalisée en fin d'année dernière au Bel Ordinaire. Je conseille à ceux qui ne le connaissent pas évidemment de se rendre sur ce site dédié à l'art contemporain dans l'agglomération de Pau. Cette rétrospective s'appelait L'évidence du signe. Eh bien voilà, l'évidence du signe, ça pourrait être le logo de la chaire Optima. Moins égale plus, ou plus égale moins d'ailleurs, je ne sais pas comment il faut le lire, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est très exactement la problématique à laquelle beaucoup de collectivités vont être confrontées dans les années qui viennent. Nous ne sommes plus dans une situation où nous sommes en croissance continue des recettes, mais nous entrons dans une période de diminution, même dans certains cas, des recettes pour les collectivités, ce qui change, à mon sens, radicalement l'esprit dans lequel nous devons travailler. Alors, je vais simplement témoigner des deux expériences que j'ai connues, à la fois au Havre, puisque jusqu'à l'année dernière, j'étais directeur général des services à la fois de la ville d'abord et puis ensuite de l'agglomération, et puis maintenant de Pau, avec deux problématiques que je prends à des moments différents du temps. Et on va commencer par le Havre, où nous sommes en 2008. 2008, c'est une période où on est un peu avant le début de la crise telle qu'elle va arriver et où les perspectives sont flamboyantes. D'ailleurs, la tour que vous voyez ici, qui est très belle, remarquable, eh bien, cette tour n'existe pas. Vous voyez, c'était un projet de Jean Nouvel, et puis voilà, les perspectives et les contraintes budgétaires ont fait que les élus ont renoncé. Voilà, donc c'est un peu le symbole, dans certains cas, de grands projets qu'il faut savoir remettre de côté. Alors comment est-ce que nous avons pris le problème en 2008, c'est-à-dire une perspective financière relativement sombre pour la collectivité, pas de levier fiscal, des projets d'investissement, notamment dans le domaine culturel, extrêmement importants, et puis en même temps une administration déjà bien organisée, déjà bien structurée. Donc comment faire pour anticiper une période où les recettes allaient être nettement moins favorables qu'elles ne l'avaient été dans les périodes précédentes pour la ville. Alors d'abord, la première étape, ça a été de mettre en place un budget par mission, c'est-à-dire d'essayer, à partir d'une révision des politiques publiques, de se rendre compte de façon assez précise de ce que nous faisions, de ce que nous produisions, et de faire en sorte que le budget corresponde non pas à un historique budgétaire, à des impératifs comptables, mais corresponde bien à la réalité du travail exercé. Bien connaître ce qu'on fait, c'est déjà un élément très important. Le deuxième aspect, c'est la pluriannualité. Nous avons considéré qu'il n'était pas possible d'envisager de faire des économies ou d'envisager une évolution plus modérée de la dépense à partir de l'annualité budgétaire, à partir des discussions que nous avions avec les services et avec les directions. Donc nous sommes partis sur le principe de la pluriannualité sur 3 années pour les dépenses de fonctionnement. Traditionnellement, les collectivités le font pour les plans pluriannuels d'investissement de façon assez classique. À l'époque, pour les dépenses de fonctionnement, c'était pas dans la culture d'envisager de se projeter. Et c'est sur ce point que je reviendrai tout à l'heure. Et puis l'idée, enfin, c'est la contractualisation, c'est-à-dire qu'avec chacune des directions, nous avons dit, voilà le contrat qu'on va passer ensemble sur les 3 années qui viennent, voilà ce qui va être votre objectif, et en contrepartie, vous aurez beaucoup de liberté. Alors, si on regarde comment les choses s'opèrent, la première chose, en matière de contractualisation, c'est de définir le périmètre de cette contractualisation.
Alors, on a commencé par la masse salariale et on a dit qu'est-ce qui est dans le domaine qui est de la responsabilité de chacune des directions et puis qu'est-ce qui est du domaine en quelque sorte mutualisé ou que nous acceptons de mutualiser. Par exemple, une dépense de formation, c'est pas une bonne chose de le mettre dans la contractualisation parce que sinon c'est une variable d'arbitrage, alors que la politique de la collectivité, c'est plutôt au contraire de favoriser dans la durée la formation. Ça, on les a écartés. En revanche, tout ce qui concerne les transformations de postes, tout ce qui concerne les recrutements, ça fait partie des éléments qui sont contractualisés. Alors, on a commencé par contractualiser la masse salariale, et puis, comme ça a bien pris, on est passé à la contractualisation générale de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Là aussi, en dégageant ce qui devait être mutualisé, par exemple les fluides. Vous êtes la direction des sports, si on ne mutualise pas les fluides, vous subissez l'augmentation de l'eau et de l'énergie, vous n'avez plus de marge de manœuvre pour rien faire. Donc il faut avoir un travail très très attentif de délimitation des périmètres précis de contractualisation. Alors, on a eu 2 phases. Une première phase 2009, 2010, 2011 pour la masse salariale, et puis ensuite on a repris une autre phase de contractualisation, 2010, 2011, 2012, on a intégré cette fois-ci les dépenses de fonctionnement avec des objectifs d'évolution de la masse salariale. Alors c'est pas 1,2 sur la phase 1, c'est 1,8, il y a une petite erreur, 1,4 sur la phase 2, moins 3% pour les dépenses de fonctionnement par an bien sûr, moins 3,5 pour la phase 2, et plus 5 et plus 4 pour les dépenses mutualisées en fonction des augmentations prévisibles, attendues dans ces différents domaines. Ce qui est très important, c'est que la contrepartie de cette contractualisation, c'est beaucoup de liberté donnée à chacune des directions dans la gestion de leurs moyens. Une fois en quelque sorte le contrat passé, liberté est donnée aux directeurs et à ses équipes de choisir s'il vaut mieux favoriser les heures supplémentaires, le personnel non permanent, les postes d'agents titulaires, à eux de déterminer dans la durée, sur ces 3 années, le rythme auquel les économies doivent être réalisées ou les efforts doivent être faits, parce que, évidemment, par exemple, les départs à la retraite sont un facteur important à prendre en compte, que d'autre part, il faut jouer sur le temps quand vous avez à fermer des écoles. Ça peut arriver, c'est même nécessaire. Quand on a fermé les écoles, parce que les élèves se répartissent différemment ou que leur nombre diminue, c'est pas en une année qu'on peut le faire. Il faut au moins 3 années pour pouvoir le réaliser. Donc, toutes ces économies doivent pouvoir être établies dans un plan bâti à l'avance. Donc, ça a été le sens de cette contractualisation. Alors, avec des résultats qui sont globalement positifs, atteint à peu près à 95%, puisque, évidemment, quand on parle de pourcentage, tout va bien. Dire moins 2% par an, ça va très bien. Là, tout le monde est d'accord. On dit, c'est pas beaucoup, de moins 2%. Puis quand on le transforme en argent, en monnaie sonnante et trébuchante, alors là, évidemment, ça paraît tout à fait différemment. Quand vous avez 23 millions d'euros de budget, quand on vous dit moins 2%, on vous dit on y arrivera toujours. Quand il s'agit d'aller diminuer de 40 000 euros par an les dépenses, vous voyez qu'au fur et à mesure que les choses s'additionnent, c'est tout à fait autre chose. Mais des résultats atteints très positivement. Le développement d'une culture partagée, je pense que c'est aussi un élément très, très important. Une culture partagée, non pas simplement par les directions elles-mêmes, mais en partie par les agents. Il y a une espèce d'anticipation qui se fait du fait que la contrainte budgétaire crée des impératifs, et une culture partagée aussi avec les élus, parce que ce n'était pas forcément évident de renoncer dans certains cas aussi à des projets ou de se trouver un peu corseté par cette contrainte. Mais le fait de pouvoir anticiper, d'avoir le temps de la discussion sur les projets qu'il faut envisager, c'est plutôt une bonne chose. Alors en revanche, évidemment, c'est qu'il y a un rendement décroissant de la méthode dans le temps. C'est-à-dire que bien sûr, au début, tout va bien, les moins 2% ou les moins 3% la première année, ça va, l'année suivante, ça va encore, l'année d'après, ça devient plus difficile, et puis il arrive un moment où cette méthode qui consiste à diminuer un petit peu chaque année en se remettant en cause, même si on a du temps, même si on a des perspectives, on arrive aussi à un moment donné aux limites de l'exercice. Ce sera une des conclusions, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Alors, en ce qui concerne cette fois-ci Pau, la situation est, elle, évidemment très, très différente. Donc, c'est une situation qui, que l'on prend en 2014, suite aux échéances électorales. On a une autre problématique, c'est celle de la chute brutale prévisible des dotations de l'État qui entraîne, vous le voyez peut-être sur la courbe, une diminution des recettes de fonctionnement prévisible. Et encore, la deuxième partie de la courbe des recettes est relativement en rouge en haut, est relativement optimiste. Alors que dans le même temps, si on laisse aller les choses au fil de l'eau, parce que c'est ça le dessin que nous avons ici, si nous laissons aller les choses au fil de l'eau, vous voyez évidemment que les capacités d'investissement de la collectivité diminuent de façon tendancielle, que sa capacité d'autofinancement se réduit jusqu'à devenir quasiment nulle à terme, parce que la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c'est la liberté des élus. C'est pas en réduisant les dépenses d'investissement qu'on règle son problème. En réalité, si on ne maîtrise pas ces dépenses de fonctionnement, eh bien, on voit ses capacités d'action diminuer et les efforts qu'on aura à faire pour retrouver cette liberté, alors que les perspectives d'évolution des recettes ne sont pas là, ces efforts seront doubles dans le futur. Donc, par conséquent, c'est véritablement reculer et accroître le fardeau que l'on aura à traîner dans les années qui suivent. Donc il y a un enjeu, et un enjeu d'immédiateté, parce que cette baisse des dotations va se faire dans des délais qui sont très brefs, dans les 3 années qui viennent, à un rythme très, très rapide. Le deuxième problème que nous avons, c'est une organisation en panne, une organisation qui manifestement ne marche pas bien. Il y a eu fusion de la ville et de l'agglomération, et puis il y a eu une réorganisation, mais elle ne prend pas bien, l'ambiance générale n'est pas très favorable, des tensions fortes existent, donc c'est pas non plus tout à fait idéal pour aborder l'enjeu d'une réduction des dépenses publiques. Et dans le même temps, une équipe municipale arrive, donc forcément elle a des projets. Elle veut réaliser des transformations, réaliser des équipements nouveaux. Il y a évidemment sur la table beaucoup de projets. Et puis, dernier point, bien sûr, pas de levier fiscal, puisque, comme toutes les villes-centres, ou beaucoup de villes-centres, qui n'ont pas eu la chance d'être très riches, comme certaines métropoles proches de nous, eh bien, les taux de la fiscalité sont très élevés, et il est impensable d'envisager de les accroître. Ça pousserait d'une certaine façon à l'exode depuis les villes-centres, exode que la ville de Pau a connu avec un départ de 1000 habitants par an depuis déjà plusieurs années. Donc par conséquent, beaucoup de contraintes. Et donc face à ça, la question c'est comment on s'y prend. Alors, la première chose, peut-être, c'est de fixer le cadre. C'est-à-dire de se dire, mais où va-t-on et quel est le périmètre dans lequel on va pouvoir agir. Et donc on a mené un travail approfondi de détermination de nos capacités financières pour le mandat à venir, parce que si on ne connaît pas la piste d'atterrissage, il n'est pas très souhaitable de faire décoller l'avion. Et donc par conséquent, la première chose, c'est de définir la piste d'atterrissage. Alors on a essayé de la cadrer en fonction de toutes les données que nous pouvions avoir, à la fois de la collectivité dans laquelle existait, et puis des perspectives d'évolution des recettes, des dépenses. On a fixé un volume d'investissement, 25 millions d'euros par an pour la ville, 15 millions d'euros par an pour la communauté d'agglomération. On a fixé un ratio de désendettement dont on pense qu'il est raisonnable compte tenu de la strate, 7 ans et demi. C'est un ratio de désendettement hors budget annexe. Et puis, ceci nous amène en quelque sorte à fixer cet enjeu sur les dépenses de fonctionnement à moins 2% par an. Alors, ce n'est pas une paille, c'est une affaire quand même complexe que de faire moins 2% par an. Et en même temps, c'est une contrainte absolue si l'on veut pouvoir absorber ce choc de la baisse des dotations. Et l'élément important, évidemment, c'est de l'envisager sur l'ensemble de la durée, sur les 6 années, de se donner cette perspective de 6 années.
Le deuxième enjeu, c'est de se doter d'un outil de travail. Alors là, vous avez l'organigramme d'avant que nous avons pris tel qu'il était. C'est un organigramme assez sophistiqué, avec des pôles, avec beaucoup de transversalité. Il y a une dimension matricielle dans l'ensemble, et surtout avec une dispersion des centres de décision. 56 centres de décision dans cet ensemble-là, et avec des compétences entre les différents pôles et entre les différents centres de décision pas toujours clairement établis. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique en période de contraintes financières et de contraintes budgétaires, parce que il est très difficile pour une petite entité de faire des économies. Il faut qu'il y ait des surfaces suffisantes pour pouvoir envisager un plan d'optimisation de la dépense publique. Alors, c'est ce que nous avons fait avec une réorganisation des services. Donc, c'est la slide suivante, voilà celle-là, où nous sommes passés de 56 centres de décision à 22 directions, de 5 pôles à 2 pôles simplement, 2 départements. Alors, je ne rentre pas dans, c'est pas l'objet aujourd'hui d'expliquer l'organigramme de la ville et de l'agglomération, mais simplement de montrer que nous sommes allés vers une simplification du dispositif, vers des circuits beaucoup plus courts de décision, vers une clarification des compétences qui est la base à partir de laquelle on peut envisager d'avoir un travail de fond. Alors là-dessus, ce travail de fond, il se fait d'abord parce que nous avons une taille suffisante pour chacune des directions. Donc on va pouvoir les engager sur le chemin d'une réflexion pour l'optimisation de leur activité. 30 à 300 agents, évidemment, les fonctions support, quelquefois, ont évidemment moins d'agents, et de 3 à 40 millions d'euros à peu près en ce qui concerne le dimensionnement budgétaire des directions. Le deuxième élément, c'est qu'on souhaite que ces directions aient une plus grande autonomie. Jusqu'à présent, par exemple, toutes les fonctions RH, la connaissance même du budget, de la masse salariale, le taux d'absentéisme ou un certain nombre d'éléments de cette nature n'étaient pas forcément connus des responsables de services ou des directeurs qui n'avaient pas là-dessus aucune prise. Or, comment envisager de se projeter avec des contraintes budgétaires si on n'a pas tous les leviers dans les mains? Donc l'idée, c'est que les directeurs et leurs équipes aient véritablement des leviers complets et puissent aborder les dépenses qui concernent leur direction de façon globale et jouer sur tous les leviers de l'action. Deuxième élément, c'est que on met en place une logique d'anticipation là où elle existait peu. Comme je le disais tout à l'heure, faire des économies, se réorganiser, essayer de faire plus avec moins, ça nécessite du temps. Les bonnes économies nécessitent du temps. Penser que d'une année sur l'autre on peut en faire, c'est très difficile. Et donc pour ça, il faut pouvoir se projeter. Et les rythmes n'est pas le même d'une direction à l'autre, d'un métier à l'autre. D'où l'idée d'impliquer de l'anticipation, à la fois par un plan pluriannuel d'investissement qui est en cours d'élaboration, c'est très classique. Et puis nous avons fixé une trajectoire à moins 2% pour chaque direction. Et elles sont en train d'élaborer aujourd'hui cette trajectoire. Alors on l'a appelée trajectoire parce qu'on n'est pas encore dans une capacité d'aller jusqu'à une contractualisation aussi précise sur 6 années, mais il s'agit simplement que les grandes options qui seront prises d'évolution puissent être connues et établies, et que du coup les budgets annuels soient bâtis dans cette perspective-là. Troisième élément, c'est qu'on a bâti une direction support en appui pour l'ensemble de ces directions, parce que se moderniser, évoluer, se transformer, ça nécessite aussi d'être soutenu. Et donc, par conséquent, là où ça n'existait pas, nous avons commencé à mettre en place un dispositif de contrôle de gestion. C'est là aussi où nous avons mis tout ce qui concerne la modernisation des outils, et notamment les modernisations numériques, de telle façon que chaque directeur, chaque service qui va être engagé dans ce processus d'évolution soit appuyé de compétences sur ces sujets. Et puis enfin, ça amène à une transformation du rôle des ressources humaines et des finances qui font moins par eux-mêmes et sont plus dans une logique
à la fois de contrôle, est-ce que les engagements qui sont pris, les perspectives sont les bonnes, et donc ça change aussi un petit peu leur nature, mais aussi de conseil. Comment on aide un directeur, un chef de service à réorganiser ses ressources humaines, à faire des choix dans ces domaines-là. Voilà, c'est un rôle un peu différent. On va s'attaquer, par exemple, à des sujets comme l'absentéisme. Ça nécessite véritablement d'avoir une RH en conseil des directions, parce que c'est une source d'économie très importante. Et par conséquent, un directeur va devenir très impliqué sur ces sujets-là. Vous savez, c'est des petites choses, hein, mais je prends l'exemple souvent des emplois d'été. Nous avons redonné donc une liberté complète aux directions sur les emplois d'été en leur disant, après tout, c'est votre budget, faites-en ce que vous voulez. Eh bien, d'une année sur l'autre, les emplois d'été ont baissé de moitié, sans que ça change en rien le service rendu à l'usager. Hein. Autant d'économies réalisées immédiatement. Donc on voit bien que c'est par la connaissance fine du terrain et des enjeux que l'on peut, bien sûr, réaliser des économies intelligentes ou une optimisation des outils dont on dispose. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner aujourd'hui les résultats, parce que nous sommes dans le lancement du processus et de l'opération. Quelques enseignements, peut-être, de ces expériences. La première, d'abord, c'est que la baisse tendancielle des dépenses est une vertu dans les collectivités publiques. Si l'État, si les collectivités locales avaient depuis 15 ans pratiqué une baisse modérée mais continue de la dépense publique, nous aurions depuis 15 ou 20 ans amélioré considérablement l'efficacité des services publics et dégagé sans doute des moyens pour initier des politiques nouvelles ou un investissement utile. La reproduction d'année en année des dépenses existantes sans aucune remise en cause, et puis ensuite en venant alimenter, d'ailleurs, par les quelques recettes des initiatives nouvelles qui viennent s'ajouter à celles qui existaient précédemment, c'est quelque chose de mortel. Et tous les pays qui ont des bons résultats aujourd'hui en matière d'efficacité de leur secteur public ont tous pratiqué ce principe d'une baisse tendancielle de la dépense publique. Ensuite, ça dégage des marges éventuellement, et ces marges, on peut se poser la question de savoir ce qu'on en fait, mais ça, c'est un enjeu. Et donc, penser qu'un budget va être en baisse d'une année sur l'autre, ça n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est, dans certains cas, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire pour être meilleur ? Eh bien, ça, c'est quand même une question. Et moi, je suis très frappé que cet exercice n'entraîne pas chez les agents de la frustration, ou même du pessimisme, mais au contraire génère plutôt de l'intérêt et est un challenge qu'il est, je pense, utile pour la collectivité tout entière. Donc, voilà, la baisse tendancielle, c'est plutôt une vertu. Le deuxième élément, c'est que véritablement, il faut disposer du temps. Et ce qu'on pourrait faire comme reproche aujourd'hui à cette baisse des dotations de l'État, c'est le rythme auquel on l'impose aux collectivités qui vont avoir beaucoup de difficultés à réaliser des économies. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que beaucoup d'entre elles ont commencé par tout de suite jouer sur le levier fiscal. Vous voyez, baisse de dotation de l'État, hop, on augmente les impôts. Donc, alors que tout l'enjeu, c'est plutôt de faire baisser globalement la pression fiscale sur l'ensemble du pays. Donc on voit bien que aller trop vite dans cette réduction de la dépense publique, c'est entraîner des réactions qui sont globalement plutôt négatives. Par exemple, la baisse des investissements, qui est quand même aussi extrêmement préjudiciable. Alors qu'on se pose la question de savoir s'il faut mieux investir, dépenser mieux, etc. C'est un autre sujet, mais malgré tout, c'est quand même un problème. Et puis le deuxième élément, c'est la liberté. Moi, je crois qu'il est tout à fait essentiel que les cadres des collectivités publiques se sentent majeurs dans la gestion de leur budget et de l'initiative, soient en capacité de favoriser de l'innovation, soient en capacité de travailler avec leurs services, avec les agents, pour regarder comment on peut mieux optimiser les moyens dont on dispose. Et pour ça, si perpétuellement on a sur le dos soit des contraintes hiérarchiques très fortes, soit des impératifs politiques contradictoires, il est évident que c'est très compliqué, très difficile. Et donc cette dimension de la liberté, cette dimension des outils qui permettent d'agir, à mon avis, c'est un élément tout à fait essentiel. Ça amène aussi évidemment une nouvelle culture de gestion avec le besoin
d'information, de tableau de bord, de regard sur ce qui se fait, de benchmarking. On a beaucoup poussé nos équipes à aller regarder ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres collectivités, à copier. À l'école en France, on interdit de copier. En fait, on devrait favoriser les élèves qui copient parce qu'on gagne un temps fou et du coup, on est beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. D'autant que les meilleurs élèves copieront intelligemment et les moins bons, moins intelligemment sans doute. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de différence entre eux. Donc, c'est la même chose en matière de collectivité. C'est bien d'aller copier et regarder ce que font les autres. C'est tout à fait déterminant, tout à fait essentiel. Alors, ceci étant, il ne faut pas non plus dorer la pilule inutilement, parce que ceci ne règle pas tout. Et il est évident qu'il arrive un moment où cette mécanique de l'optimisation des moyens se heurte quand même au mur de la contrainte financière et que se pose là la question de la révision des politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce que notre périmètre d'intervention est le bon? Est-ce que nous devons ou pas conserver telle ou telle politique? Et donc, sans doute, inévitablement, on sera amené à mener ce travail de la révision des politiques publiques en se posant la question du périmètre. Le deuxième élément, c'est... alors, on parle du numérique, mais on pourrait parler plus généralement de l'innovation. Est-ce qu'il y a dans ces promesses-là des outils aussi pour être plus performants? On va travailler sur le principe d'un guichet multicanal pour l'ensemble de la ville et de l'agglomération, et on va beaucoup pousser à développer des services à distance pour conserver du temps d'agent, plutôt pour les publics en difficulté, mais éviter aux gens des temps d'attente inutiles pour tout un tas d'initiatives qui peuvent être réalisées autrement. C'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement utile. Il y a des promesses dans le numérique importantes. J'aime à rêver à la façon dont nous pourrons verbaliser les automobilistes en faisant passer des petits scooters avec des petites caméras. Rien que ça me réjouit à l'avance. Mais bon, est-ce que ces promesses numériques vont être tenues? Comment on va réussir à réaliser cette modernisation rapidement? Ça, c'est un enjeu tout à fait essentiel pour nous. Et puis, le dernier point, c'est les changements institutionnels et donc les périmètres qui vont évoluer. Est-ce que ces périmètres, parce qu'on parle beaucoup de la suppression du millefeuille et des collectivités plus grandes, donc forcément plus efficaces, la vérité, c'est qu'en général, ce n'est pas le cas. Il y a très très peu d'économies qui sont réalisées par l'évolution des périmètres des collectivités. Quelquefois même, c'est un effet inverse. Et donc, par conséquent, est-ce que les changements institutionnels ne vont pas engendrer des coûts potentiels plutôt que des économies? C'est aussi des questions qui se posent. Voilà. Merci, Monsieur Pernaut.